Bonjour, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quel est le rôle des sels biliaires? Alors, l'un de leurs rôles prépondérants est de permettre évidemment la fragmentation des gros globules de lipides alimentaires, ce qui conduit à une formation de microgouttelettes. Alors, cette émulsion, pardon, vous le savez, elle va faciliter la digestion des lipides, ce qui participe à une bonne absorption du cholestérol, des graisses et évidemment des vitamines liposolubles, surtout au niveau de l'intestin, évidemment. Alors, leur deuxième rôle est d'inhiber par un effet antiseptique, voire antibiotique, la prolifération des bactéries de la flore intestinale dans la partie haute de l'appareil digestif. Alors, malheureusement, parce que rien n'est jamais si simple qu'il n'y paraît, certaines bactéries pathogènes ont développé une résistance à ces sels biliaires. Bonjour Amine. Dans un premier temps, peux-tu nous dire, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la composition de la bile? Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. La bile est composée entre autres donc de sels biliaires comme tu le disais avant. Les sels biliaires sont les composants principaux, on va dire, de la bile, mais sinon on trouve aussi dedans, bien sûr, c'est les composants principaux après l'eau, bien entendu, puisque c'est liquide. Et puis dedans on trouve du cholestérol et des dérivés de cholestérol. Donc, d'ailleurs, ces mêmes dérivés de cholestérol certains de ces dérivés vont produire entre autres donc les acides biliaires et également les sels biliaires. Et donc dedans on trouve aussi des acides biliaires, on trouve aussi des déchets puisque l'une des fonctions de la vésicule biliaire c'est de stocker la bile qui elle renferme certains déchets, certains métabolites, notamment des métabolites d'hormones, par exemple, que ce soit Mhm. des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes, etc. Et puis également, on trouve aussi ce qui donne la couleur de la bile, un pigment qu'on appelle la bilirubine et qui est Mhm. bien connu et qu'on dose aussi comme biomarqueur également dans le sang. Alors, hormis ce que j'ai cité précédemment, quelles sont les différentes fonctions de la bile? Ça a différentes fonctions, notamment, comme tu le disais bien, ça intervient dans la digestion des lipides, sauf Mhm. que il faut bien préciser que ce qui permet techniquement parlant la digestion de graisse, de molécules de graisse, de lipides, ce sont les lipases. Donc, Oui. lipase pancréatique qu'on obtient dans le suc pancréatique, qui est d'ailleurs aussi déversé dans la même zone dans le duodénum que la bile. Et puis un peu plus tard, les lipases intestinales, donc qui sont Mhm. produits par la muqueuse intestinale, les entérocytes. Et donc, si la bile ne digère pas, ne dégrade pas directement les lipides, donc qu'est-ce qu'elle fait? En gros, ça prépare en fait les graisses et les lipides à subir la digestion par les lipases justement. Mhm. Et donc, comme tu l'as bien décrit avant, euh, on a donc ces lipides-là qui se forment en fait sous forme de sorte de gouttelettes. Et ces gouttelettes-là, en fait, c'est un peu comme le bol alimentaire. Mhm. Si le bol alimentaire est trop gros, à ce moment-là, il sera digéré que sur la surface. En partie, oui. Et donc le fait de rendre ces gouttelettes-là encore plus petites, ce qui est le rôle de la bile, et notamment des Mhm. sels biliaires, ceci va augmenter la surface de contact avec les lipases, ce Mhm. qui fait que les graisses vont être digérées de façon efficace. Donc ça, c'est dans le cadre de la digestion, mais avant que la bile ne soit déversée dans l'intestin, au moment des repas, la bile se forme à partir donc des hépatocytes. Et cette formation de bile, elle va intégrer aussi des déchets qui sont des déchets liposolubles le plus souvent, Mhm. parce que les déchets hydrosolubles sont gérés par notamment et surtout les reins. Et donc des déchets liposolubles de type ou alors de nature protéique aussi, qui vont être métabolisés par les hépatocytes et éliminés. Donc, on peut parler, par exemple, des T4 et T3 conjugués, par exemple. Euh,
Donc, il y a aussi les métabolites des oestrogènes, des métabolites de la progestérone, des métabolites de la testostérone et ainsi de suite, hein, les stéroïdes en général. Donc, tous ces déchets vont se retrouver dans la vésicule biliaire et donc dans la bile et ensuite déversés au niveau du duodénum et pour être ensuite éliminés, bien qu'une partie de ces déchets peut être réabsorbée, ce qu'on appelle le cycle entéropathique. On a aussi l'absorption de vitamines liposolubles, comme tu l'as bien expliqué, mais donc il y a absorption de certaines vitamines hydrosolubles aussi, qui est dépendante de la quantité de sel biliaire aussi. Ce qui est très important. Il faut expliquer aussi que la bile est une solution alcaline, tout comme d'ailleurs le suc pancréatique. Et donc ça permet de tamponner l'acidité qui vient directement de l'estomac. On a donc l'estomac, le sphincter et puis ensuite le duodénum. Et c'est dans le duodénum, dans la première partie du duodénum, qu'on a déversement de la bile et du suc pancréatique. Donc ça tamponne un peu l'acidité de l'estomac et ceci permet justement ou participe à la voie d'absorption de la vitamine B12 par exemple, qui est une vitamine hydrosoluble. Donc les sels biliaires sont un cofacteur à proprement dit, à proprement parler, ce sont un cofacteur pour une bonne absorption, une protection de la cobalamine, une bonne absorption un peu plus tard dans le génome de la cobalamine, de la B12. Donc ça c'est aussi un des rôles très importants de la bile. Il y a aussi donc une action sur le microbiote. On pourrait dire une action de modulation sur le microbiote. Tu as expliqué que il y a certaines bactéries pathogènes qui sont donc ciblées ou visées par donc les sels biliaires, ce qui est vrai. Après, il y a aussi des bactéries qui se développent grâce aux sels biliaires, justement. Donc, on a ici une sorte d'effet bactériostatique, mais en même temps qui favorise certaines espèces bactériennes de bonne qualité. Donc, on parle ici d'un effet de modulation du microbiote, et dans ce cas, si on a un déficit en bile et en sels biliaires, ça peut créer un déséquilibre microbien qu'on pourra pas détailler ici, mais en tout cas, c'est un déséquilibre microbien qui est très spécifique pour le déficit en sels biliaires. Et sinon, la bile, par les différentes actions que je viens de détailler, notamment et surtout sa participation dans la digestion des lipides, va participer donc indirectement, d'accord, à la synthèse des hormones stéroïdiennes, puisque les hormones stéroïdiennes proviennent justement des graisses. Donc, s'il y a moins de digestion des graisses, il y a moins d'hormones, il y a moins de graisses qui sont absorbées, et donc il y a moins d'hormones stéroïdiennes qui sont produites. Donc ça, c'est les principaux, on va dire, rôles de la bile en général et des sels biliaires spécifiquement. Bien qu'on pourrait parler sur des rôles indirects qui sont liés à la bile. Alors, quand on parle de sels biliaires, on en parle toujours au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous donner les différents types justement de sels biliaires? Donc, pour les types de sels biliaires, en fait, ce sont à la fois des types de sels biliaires, mais aussi représentent des étapes au niveau de la conversion des sels biliaires. En gros, les sels biliaires qu'on appelle les sels biliaires primaires, comme leur nom l'indique, ce sont les premiers qui sont produits. Et donc là, il s'agit de l'acide cholique et de certains dérivés de l'acide cholique, comme l'acide chénodésoxycholique, par exemple. Il y en a d'autres. Donc, ceux-là sont produits dans l'hépatocyte et il y a un organite cellulaire qui se trouve dans l'hépatocyte, qui se trouve aussi dans d'autres cellules, mais dans l'hépatocyte, cet
organite cellulaire qui s'appelle le peroxysome en réalité, et a comme fonction, entre autres, de produire justement ces sels biliaires primaires. Donc, on a une production d'acide cholique et de certains dérivés de l'acide cholique au niveau du peroxysome de l'hépatocyte. Et ça se fait à partir non pas de cholestérol en tant que tel, mais de dérivés de cholestérol et notamment les cholanes, CHO, cholanes. Ces dérivés de cholestérol, ce sont des dérivés stéroïdiens. Il y en a différents types, alpha, bêta, vont servir à produire, donc comme leur nom l'indique, l'acide cholique, et qui lui va se lier au sodium ou au potassium. Et donc ça donne ensuite les sels biliaires primaires. Ensuite, viendront, puisqu'on a les sels biliaires primaires, donc on aura aussi les sels biliaires secondaires. Et ces sels biliaires secondaires proviennent de la transformation des sels biliaires primaires par le microbiote. Et donc, on obtient aussi des dérivés également, d'autres dérivés comme l'acide désoxycholique, à distinguer avec l'acide chénodésoxycholique, qui lui est un sel biliaire primaire. L'acide désoxycholique est un sel biliaire secondaire. Donc, qu'on obtient à travers la métabolisation par certaines bactéries du microbiote. Sinon, on a aussi une certaine quantité qui se lie avec la taurine ou avec la glycine. Et ça donne le fameux acide taurocholique ou acide glycocholique. Et ce sont ici des acides biliaires qu'on nomme des acides biliaires tertiaires ou des acides biliaires conjugués. Pourquoi conjugués? Parce qu'ils ont été conjugués par la taurine ou par la glycine. Donc ça, ce sont les trois groupes de sels biliaires qui sont présents naturellement dans la bile. Donc, dans la bile qui est déversée dans l'intestin, on peut trouver des acides biliaires, plutôt des sels biliaires primaires, d'accord? Donc, acides choliques ou dérivés qui viennent directement des hépatocytes. On peut trouver des secondaires, des sels biliaires secondaires qui ont été transformés par le microbiote ou alors qui ont été ensuite conjugués en taurine et glycine. Et donc là, c'est du tertiaire ou du conjugué. En plus de ces trois groupes, on peut rajouter aussi un autre groupe de sels biliaires synthétiques. Donc il y a des sels biliaires synthétiques qui sont le plus souvent considérés comme des médicaments, mais dans la structure, c'est toujours des dérivés de l'acide cholique. Acide obéticholique, par exemple, ça c'est pas produit naturellement, c'est un dérivé de l'acide cholique qui est synthétique. Donc ça c'est les principaux types. Et bon, on sait qu'on peut avoir un déficit de sels biliaires. Alors comment est-ce qu'on peut le savoir si on a un déficit? Quels sont les signes ou les examens à faire? Et dans ce cas-là, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Oui, enfin, les déficits en sels biliaires et en bile en général sont relativement fréquents. Donc, il y a des analyses qui se font, donc des analyses coprologiques, on analyse dans les selles la quantité de sels biliaires. Donc, ça se fait. Donc, au niveau, c'est-à-dire symptômes, je ne dirais pas symptômes, mais plutôt répercussions. C'est-à-dire, si on a un déficit en sels biliaires, qu'est-ce que ça pourrait provoquer? Déjà, ça provoquerait, puisque c'est déversé en fait au niveau du duodénum et donc d'intestin grêle, ça provoquerait déjà des troubles intestinaux et des troubles gastro-intestinaux, notamment une tendance à l'accélération du transit. Donc, diarrhée par exemple, voire pas forcément une diarrhée, mais un transit qui tend à être plus accéléré parce que les intestins sont plus irrités. Des gaz, des ballonnements et surtout des gaz malodorants, ce qui fait qu'en fait les graisses restent dans les selles, s'accumulent, d'accord, et sont transformées par
par le microbiote, surtout au niveau du côlon, et ça donne souvent une forte odeur. On peut avoir aussi des crampes au niveau de l'estomac, des douleurs au niveau de l'estomac. Et donc, mis à part la perturbation du transit, aussi, il faut rajouter qu'on peut avoir aussi des alternances de constipation, diarrhée également. Ça, c'est un peu plus rare, mais on peut avoir ça aussi. La couleur des selles change aussi. D'accord? Donc, ça devient une couleur un peu plus pâle aussi. Et également, donc ça c'est dû tout simplement au manque de bilirubine, qui est le pigment de la bile. Et donc s'il y a un manque de sel biliaire, il y a un manque de bile et donc un manque aussi de bilirubine. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Une accumulation de graisse, comme j'ai dit, dans les selles. Donc les selles sont un peu plus grasses, paraissent un peu plus grasses. Et puis également des déficits en vitamines liposolubles, en vitamine B12, voire aussi en vitamine B9, voire en fer également, en ferritine. Bon, ça c'est ce qui est le plus probable. Maintenant, ça c'est les répercussions. Est-ce qu'on peut distinguer un déficit en sels biliaires directement comme ça? Ça nécessite quand même une certaine connaissance du terrain. C'est-à-dire, c'est pas juste une association de quelques problématiques d'ordre gastro-intestinal qui va nous orienter directement vers ce problème-là. On pourrait aussi, tiens, avant que j'oublie, on pourrait avoir aussi une perte de poids qui est due à un déficit en absorption des graisses et donc un déficit en hormones stéroïdiennes. Donc, ce qui pourrait perturber également à la fois le poids, la prise de poids, et également tout ce qui est fonction des hormones sexuelles, des hormones stéroïdiennes. Donc, on aura moins d'hormones stéroïdiennes, enfin, ça peut impacter aussi la reproduction, le cycle féminin, par exemple, etc. Donc, toutes ces problématiques-là peuvent s'accumuler et ça dépend vraiment de la cause du déficit en bile, la cause et puis la durée, la chronicité de ça, etc. Et puis il peut y avoir aussi ce qui est important aussi à signaler, c'est que la plupart du temps, ce sont des problématiques qui émanent en fait d'un mauvais style de vie. Mauvaise alimentation, mauvaise hygiène de vie, mais on a dans des cas très rares, on a aussi des problématiques qui sont d'ordre génétique ou héréditaire, qui touchent les peroxysomes. Donc, on appelle ça les troubles ou les désordres du peroxysome. Ça touche à peu près une personne par 20 000 à peu près. On peut avoir aussi des déficits enzymatiques dans les enzymes justement qui synthétisent dans le peroxysome les sels biliaires, par exemple. Et donc, ça peut toucher une enzyme ou ça peut toucher plusieurs enzymes. Donc, et donc, ça, c'est un déficit, c'est différentes causes d'un déficit biliaire génétique. Et ça, c'est en général difficile à gérer. C'est une prise en charge pluridisciplinaire en général, parce que si ça touche le peroxysome, comme le peroxysome ne fait pas que produire les sels biliaires, ça fait des centaines d'autres fonctions dans le cycle cellulaire, etc. Et donc là, c'est en général des maladies relativement graves quand ça touche le peroxysome. Alors justement, là, on parle du déficit et son contraire maintenant. Est-ce qu'on peut avoir trop de sels biliaires et si on en a trop, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est moins fréquent que le déficit en sels biliaires ou en bile. C'est possible dans des cas où le foie produit beaucoup de sels biliaires parce qu'il y a beaucoup d'inflammation, parce que aussi il y a beaucoup de déchets à éliminer. Il y a des situations comme ça, mais qui sont beaucoup plus rares d'excès de bile également. Il y a aussi mais ça relève parfois du déficit, comme ça peut relever aussi de l'excès, ça dépend de comment on le voit. Dans les cas d'ablation de vésicule biliaire également, puisqu'en fait, la vésicule biliaire est là pour rassembler la bile
pour qu'ensuite cette bile soit déversée au bon moment. Au bon moment, ça veut dire le moment des prises alimentaires, des repas. Et donc quelqu'un qui aurait cette ablation de la vésicule biliaire va avoir donc son foie va continuer toujours à produire de la bile, sauf que ça va passer à chaque fois que la quantité de bile est produite, ça va passer directement dans le canal biliaire et ça va arriver au niveau du duodénum et donc il va y avoir une certaine quantité de bile qui va se déverser tout le temps. Et donc ça on pourrait parler ici d'une sorte de excès de bile tout au long de la journée, mais au cours du repas, c'est un déficit parce qu'on n'a pas la quantité suffisante de bile pour digérer. Alors, quelles sont les solutions pour pallier justement un déficit? Alors, il y a des solutions multiples, notamment par exemple à travers l'alimentation. Il y a par exemple tout ce qui stimule la fonction hépatobiliaire au niveau du foie. Les betteraves, par exemple. Les betteraves, on sait très bien qu'ils sont très riches en bétaïne, en triméthylglycine. Que ce soit les feuilles de betterave ou le légume lui-même. L'artichaut, par exemple, les radis, les crucifères, l'huile d'olive, le citron, les épinards, les légumes verts en général. Donc ça stimule la production de la bile. Je te coupe là-dessus, mais on avait créé un produit qui s'appelle, on a un produit qui s'appelle Hepat Plus, justement dans lequel on retrouve de l'artichaut, dans lequel on retrouve du radis noir, du chardon-marie, donc toutes les plantes ou une partie des plantes en tout cas que tu cites. Je ne sais pas si tu te souviens de ce produit-là parce que ça fait déjà quelques temps déjà qu'il est sorti. Mais donc effectivement, celui-là pourrait en tout cas convenir, aider à la production de bile. Oui, tout à fait. C'est un produit qui contient différents plantes et composants qui soit certains stimulent la production de bile et d'autres stimulent la contraction de la vésicule biliaire. Donc il y a un effet à la fois cholagogue et cholérétique qui fait que ça améliore quand même le fonctionnement du foie d'abord et puis bien sûr la quantité de bile produite et donc il y a les aliments et puis il y a aussi les plantes et parmi les plantes il y a la chrysanthelle, chardon-marie, le pissenlit. Donc toutes ces plantes là stimulent le foie. Il y a le desmodium aussi qui stimule aussi quand je dis stimule le foie, ça stimule la fonction hépatobiliaire, la fonction excrétrice et d'élimination du foie, donc du complexe foie vésicule biliaire intestin grêle. Et donc ça c'est d'un côté, donc stimuler la production de bile. Donc on a parlé aussi, oui, il y a le N-acétylcystéine, la bétaïne, il y a pas mal de composants qui peuvent stimuler la production de bile. Autre chose aussi qui est très simple en fait, mais qui est extrêmement important pour la bile, l'hydratation. Donc la bile c'est un liquide et donc on a besoin d'eau pour produire la bile. Et donc mis à part les sels biliaires qui sont en fait le constituant principal de la bile, l'eau est en quelque sorte dans l'absolu le constituant qui porte tous les composants qu'on trouve dans la bile. Donc c'est très important. Les graisses aussi. Donc il y a ici un problème dans le sens où moins on a de bile, moins on digère les graisses, moins on les absorbe, moins on a de cholestérol et de dérivés de cholestérol, et donc moins on produit de bile. Et donc, c'est un cercle vicieux. Et donc, il faut quand même un minimum de graisse surtout donc d'origine animale, donc qui contiennent des graisses saturées et du cholestérol. Il faut pas non plus en abuser, mais dans une alimentation équilibrée, il faudrait qu'il y ait suffisamment de graisses saturées et de cholestérol pour que une partie de ce cholestérol soit remétabolisée et participe à la production de bile notamment. Et puis, mis à part cela, il y a aussi les substituts
donc les sels biliaires de substitution qu'on peut prendre au cours des repas. Donc, pour des personnes qui souffrent d'un déficit, soit ponctuel pour une raison ou une autre, soit chronique en sels biliaires et en bile, il y a donc les suppléments, des compléments alimentaires à base de bile, tout simplement, qui sont titrés, standardisés en sels biliaires. Et donc là, c'est une très très bonne solution, malgré que c'est pas la seule solution. Ça ne devrait pas être considéré comme la seule solution. Il va falloir travailler sur la cause sous-jacente qui a fait que il y ait un déficit en sels biliaires. Et en attendant que la cause soit trouvée et traitée, c'est très important de compenser à ce moment-là le manque de sels biliaires. Mis à part cela aussi, on avait parlé donc du fait que les sels biliaires ne digèrent pas techniquement parlant les graisses. Ça contribue à dégrader les graisses et à les rendre plus attaquables par les lipases. Et à ce moment-là, ça serait intéressant aussi d'avoir aussi une association avec des lipases. Donc des lipases qui sont similaires à celles qu'on a dans le suc pancréatique et dans le suc intestinal. Et à ce moment-là, ça va aider. Donc si on a à la fois les sels biliaires et les lipases, ça va produire une bonne digestion des graisses. Et si en plus de ça, on a également une alimentation adaptée. J'avais donné un petit peu quelques pistes là-dessus, avec des plantes qui stimulent la production de bile aussi, et avec aussi un travail de terrain, on va dire multidisciplinaire, qui fait que on trouve la solution, plutôt la cause et la solution adéquate, donc qui a produit la baisse des sels biliaires. Bon, ça, c'est l'idéal en réalité. On revient aussi sur, je pense, tu me confirmeras ou non, la gestion du stress là-dedans. Oui, exactement. Mais oui, il y a tout ce qui est style de vie en fait, parce que comme je disais avant, la plupart du temps, la baisse de la quantité de bile, ça renvoie à une fonction hépatique un peu ralentie ou alors altérée. Et à ce moment-là, le foie, on sait très bien que c'est l'usine du corps et que c'est lié à tout. Donc au fonctionnement des hormones, du système nerveux, du système digestif, de tout en fait. Et donc le stress, le sommeil, donc entre autres donc les neurotransmetteurs, tout ça contribue, l'activité physique, ce que l'on mange aussi. Donc si on mange n'importe quoi depuis très longtemps, il faut pas s'étonner d'avoir un foie qui fonctionne mal et donc d'avoir beaucoup moins de bile et d'avoir des indigestions parce qu'on a pris tel ou tel aliment qui contiendrait un peu de graisse. Oui, voilà. Dernière question pour ma part. Quelles sont les différentes précautions d'usage? Il va falloir faire, en tout cas, par rapport aux sels biliaires, en général, c'est sécuritaire, surtout quand il y a un déficit et quand on prend les sels biliaires au cours du repas. Par contre, il y a des situations où il faut éviter de les prendre. Alors, c'est considéré comme des contre-indications. Donc, problèmes, par exemple, d'ulcère gastrique, ulcère intestinal, ulcère duodénal, les appendicites, les problèmes du foie. Je ne voudrais pas détailler ici parce que ça va être relativement technique, mais les problèmes du foie, je peux citer comme exemple la cirrhose hépatique, par exemple. Tout ce qui est problématique aussi lié avec la vésicule biliaire. D'accord, donc ce qui est cholécystite aiguë, obstruction biliaire, etc. Donc pancréatite biliaire et ainsi de suite. Donc toutes ces problématiques-là. Donc en gros, les problèmes qui sont en rapport avec la vésicule biliaire, avec le foie, avec une altération de la muqueuse gastro-intestinale, ça il faut faire très attention. Il faut pas utiliser. C'est pas qu'il faut faire très attention. Il faut pas utiliser. Il faut consulter votre médecin et à ce moment-là, c'est lui qui décide qu'est-ce qui est le plus approprié pour vous.
Sinon, bon, il y a d'autres précautions également, mais c'est moins important. Mais en tout cas, dans tous les cas, prenez conseil auprès Un d'un professionnel, thérapeute oui. ou d'un professionnel de Mhm. santé formé à ça. Alors, Marianne et Soraya qui se rejoignent presque dans une question. En cas d'ablation de la vésicule biliaire, est-ce que c'est intéressant du coup d'en prendre? Oui, oui, c'est une des situations Ouais. où c'est intéressant de prendre. Oui, ça c'est, on va dire, un déficit chronique Mhm. dans le sens où quand on prend le repas, on n'a pas suffisamment de bile Ouais. parce qu'elle est déversée tout le temps, toute la journée au niveau de l'intestin. Donc oui, ça fait partie des solutions. Donc c'est une des solutions. Oui. Les sels gras étant un indicateur aussi du manque de bile éventuellement. Ça dépend. Ouais. C'est que en fait, c'est vrai que quand on prend juste, ça peut être contre-intuitif, mais quand on Mhm. prend juste un seul signe, ça veut pas Mhm. forcément dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais si c'est maintenant sel gras avec différentes autres choses, indications, probablement oui, mais il Ouais, va voilà. falloir confirmer ça. Et par exemple, donc je vais regrouper ça, ce que je viens de dire, avec une question de nouveau de Soraya. Si j'ai des sels gras et qu'en plus j'ai une carence en vitamine D alors que j'en prends et en hormones stéroïdiennes, est-ce qu'on peut penser justement à une carence en sels biliaires? C'est une hypothèse parmi Mhm. d'autres. C'est une hypothèse parmi d'autres. Donc, c'est une hypothèse à considérer parmi d'autres hypothèses. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mhm. Donc, Ok. mais oui, sur cette situation C'est- décrite, c'est une hypothèse parmi d'autres. On peut aller chercher par là en tout cas. Ouais. Voilà. Les transamylases élevées, est-ce que c'est un indicateur de carence? Pas forcément, non. C'est oui, enfin, ça peut être associé, mais c'est pareil. En fait, je donnerai la même réponse qu'avant. Oui. C'est on prend juste un seul indicateur ou un ou deux signes avec deux ou trois Mhm. indicateurs. C'est pas forcément exact, mais pourquoi pas? Ça pourrait être une hypothèse, oui. Ça peut être une piste de Mm. réflexion en tout cas. Quelle est la meilleure origine comme complément alimentaire? Je te laisse le soin d'y répondre. Et l'acide cholique d'origine bovine. Et avez-vous une posologie, s'il vous plaît? Oui, l'acide cholique d'origine bovine, Hmm. enfin, c'est ce qu'on a de mieux actuellement. Alors, je fais juste la parenthèse, hein, c'est ce que Oui. nous, on utilise en tout cas chez Nutrilogix, NRD, dans le produit qui s'appelle Bile Active, dans lequel il y a justement de la bile de bœuf, 250 milligrammes par gélule, et également de la lipase dont tu parlais tout à l'heure. Oui, voilà. Et d'ailleurs, le dosage est bien calibré. Donc, Mhm. 25 milligrammes versus 250 milligrammes. Oui, je reviens sur la question. Ouais. Euh, la bile d'origine bovine, c'est ce qu'on a de mieux sur les matières premières naturelles qu'on pourrait utiliser. Parce qu'il Mhm. peut y avoir, comme je disais avant, des sels biliaires synthétiques. Ça, c'est autre chose. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais par contre, sur la bile ou les sels biliaires d'origine naturelle, les sels biliaires d'origine bovine sont ce qu'il y a de mieux actuellement. Mhm. Et donc là, justement, la combinaison entre les lipases avec une combinaison de lipase avec la bile, les sels biliaires, ça donne beaucoup plus d'efficacité que quand on prend que de la bile. Parce que souvent, on peut très bien aussi avoir un déficit, quand on a un déficit biliaire, en fait, il y a des boucles de rétroaction qui se Mhm. font et par conséquent, on produit moins de lipase parce que à chaque fois, on a un déficit en sels biliaires. À ce moment-là, il y aura de moins en moins de lipase aussi, parce que la quantité de lipase qu'on produit surtout au niveau du pancréas, Mhm. est corrélée avec la quantité de sels biliaires qu'on produit aussi au niveau du foie. Donc, moins il y a de bile, moins il y a Ouais. de sucre pancréatique et de lipase. Donc, au niveau des quantités, ça, je ne me prononcerai pas là-dessus.
je vous oriente vers votre professionnel de santé, mais je dirais que dans les recommandations générales sur ce qui est pratiqué couramment et ce qui est montré dans certaines études, on est autour de 250 à 500 mg par repas à peu près. Mais c'est pas une recommandation à utiliser, ça dépend vraiment de la cause du problème, du type de problématique. Est-ce que c'est chronique ou pas, jusqu'à quel point il y a un déficit ou pas, et à ce moment-là, on adapte la dose en fonction de ça. Parfait, merci pour cette soirée, comme d'habitude. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt. Salut Amine. Merci et à bientôt.